Bonjour et bienvenue à cet atelier Comment mettre en conformité son site internet avec le RGPD, l'exemple de Mutac. C'est donc un retour d'expérience. L'idée de cet atelier est née il y a quelques mois en arrière, quand on a appris la nouvelle réglementation qui allait être mise en application, enfin qui rentre en application au 25 mai 2018. Et c'est pour ça qu'on a choisi cet atelier. Donc moi je suis Géraldine Lapierre, responsable web marketing de Mutac. Je ne suis pas une spécialiste juridique, c'est pourquoi on s'est appuyé sur Myriam, que je laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Myriam Criquet. En fait, je suis juriste, spécialiste en droit des créations immatérielles, autre appellation de la propriété intellectuelle. Et à ce titre, depuis 1985, je travaille sur la vie privée, puis ensuite sur les données, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir animer en partie cet atelier expert. Donc je suis membre de Montpellier Libre. Je suis membre de Montpellier Libre. J'en suis la secrétaire générale et j'ai aussi fondé API, Action of Public Interest. Donc c'est un atelier qui va vous surprendre, puisque les impacts vont bien au-delà du sujet initial. En fait, pour vous présenter ce qui est un retour d'expérience, et vous avez vu au pluriel, on parle à deux voix, on va en fait vous présenter nos structures, vous dire ce qu'est le RGPD, pourquoi Mutac a entrepris cette démarche, comment en fait il l'a entreprise, et en conclusion, on va voir ce que, en chemin, faisant ce chemin ensemble avec Géraldine, mais aussi avec d'autres personnes de la Mutac, nous avons découvert. Alors Mutac, c'est une mutuelle spécialisée en prévoyance obsèques depuis 45 ans. Nous avons notre siège social à Montpellier. D'ailleurs, nous venons d'emménager dans les nouveaux locaux au Corolis, le nouveau bâtiment Les Corolis dans la zone de l'aéroport. Nous avons 22 salariés pour 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avons 220 000 adhérents. Donc la particularité pour cet atelier, c'est que nous sommes un acteur important du marché de la prévoyance obsèques. Mais nous avons face à nous des gros assureurs, des gros groupements d'assureurs tels que AXA, Aviva, nous avons des banques, etc. Donc nous devons d'être, tant que faire se peut, irréprochables. Donc Montpellier Libre, maintenant, présentation de Montpellier Libre. C'est une association loi de 1901 qui fait la promotion des logiciels libres, de la culture libre et des biens communs. Vous le savez, dans tout ce qui est donné, se posent les questions relatives à notre liberté, à notre fraternité, à notre égalité, des questions de comment on exerce notre démocratie dans une société qui s'est digitalisée. Et vous le savez aussi, c'est pour répondre à ces questions que le législateur adopte des textes, dont le RGPD. Donc c'est bien une question de culture libre. Montpellier Libre est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Ça signifie qu'à Montpellier Libre, nous sommes tous utilisateurs, débutants, avertis ou très confirmés, puisque nous avons aussi des développeurs qui sont très pointus sur certains sujets, mais nous utilisons tous donc des logiciels libres. Et ensemble, on fait cette promotion. On est né à Montpellier, on a 6 pôles d'activité différentes, on couvre à peu près tout ce qu'on peut faire sur le logiciel libre, la culture libre et les biens communs. Au moment où on a écrit la diapo, on était 120 membres, aujourd'hui on est 130. On travaille en Occitanie et en PACA, on commence en national et en international puisqu'on a fondé une antenne à Dakar, Sénégal, et on est demandé en Côte d'Ivoire aussi. Donc, le RGPD, qu'est-ce que c'est? Le RGPD, c'est bien évidemment Règlement général sur la protection des données.
c'est un texte européen obligatoire. Quand on veut commencer à se demander comment appliquer le RGPD, encore faut-il arriver à trouver la bonne version du texte, la version utilisée par les juristes. Et pour cela, il n'y a qu'une source d'information. Nous, les juristes, pour pouvoir voir quel est le texte que l'on doit appliquer et ensuite pouvoir le commenter, on a recours, en matière européenne, au journal officiel de l'Europe, Europe, Lex, Europa.eu, c'est le site sur lequel on peut avoir ce document. Il est une erreur commune qui est d'essayer d'avoir ce document par différentes sources qui ne sont pas celles du journal officiel, et même des sources qui sont excellentes. Si par exemple on va sur le site de la CNIL, on va se rendre compte qu'on a un texte, mais ça n'est pas le texte intégral tel qu'il a été voté. Pour pouvoir avoir accès au texte intégral, encore faut-il avoir le réflexe de cliquer sur des liens qui vont nous amener au document. Donc si on décharge par exemple ce texte, on ne va avoir que la partie introduction, ce que nous les juristes nous appelons un préambule. Donc s'il vous plaît, si vous vous posez vos questions sur cette question pour vos structures, s'il vous plaît, allez sur europa.lex pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir trouver le texte intégral. Et en fait, ce texte, il est appliqué. Alors, quand nous avons écrit la diapo, on était en attente exclusivement d'une directive qui va nous parler de la vie privée, la directive e-privacy, qui intervient normalement en juillet 2018. Aujourd'hui, on est aussi en questionnement sur la constitutionnalité de ce texte. Le 6 avril 2018, le Sénat s'est posé la question de savoir si ce texte, dans certaines de ses dispositions, était véritablement, appliquait véritablement les notions de liberté, égalité, fraternité définies par la Constitution. Donc pourquoi Mutac a entrepris cette démarche? Alors la première motivation de Mutac, c'est de respecter ses adhérents, de leur apporter un service irréprochable et d'être conforme à la réglementation. Donc en fait, finalement, cette philosophie, les valeurs mutualistes sont complètement en phase avec le RGPD qui demande juste d'informer la clientèle, d'informer les gens de à quoi vont servir leurs données. Donc on est parti, dans le règlement, il y a un point sur le consentement positif. Le consentement positif, c'est quoi? Ça dit que sur le site internet, on ne doit pas avoir de cases précochées. L'internaute doit obligatoirement donner son consentement pour, déjà être conscient qu'on récolte ces données et donner son consentement pour le fait qu'on récolte ces données. On a oublié de vous dire, ou on est peut-être allé un peu vite sur certaines choses. Je crois qu'avant de voir comment on a appliqué, quels étaient et pourquoi, quels étaient nos besoins et nos attentes, il faut revenir sur la terminologie. Quand on est juriste, on s'arrête à tous les mots pour essayer de les lire et de les comprendre. Donc le RGPD, le règlement sur la protection des données, en fait, c'est un résumé, c'est une appellation. Le titre exact, c'est règlement européen. C'est un règlement européen, ça veut dire un texte adopté par l'Europe, mais qui est directement applicable. Point n'est besoin d'avoir des dispositions d'une loi parlementaire française pour l'appliquer. Dans la majorité de ces dispositions, parce qu'on va voir qu'il y a quelques dispositions qui nécessitent l'adoption de lois parlementaires. Donc c'est un règlement européen, et ce règlement, il est relatif à la protection des personnes physiques. Une personne physique, selon le droit, c'est un individu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce n'est pas une personne morale, ce n'est pas une association, ce n'est pas une société. Contrairement au droit anglo-saxon, qui reconnaît des droits, non pas sur les données, mais sur la vie privée
des entreprises et des associations. La France n'a jamais admis ces positions et a toujours admis des droits sur la vie privée et ensuite l'émanation des droits sur les données pour les personnes physiques. Et c'est la position de la France qui a été adoptée pour l'Europe. Donc, protection des personnes physiques. On a expliqué le mot personne physique, expliquons donc le mot protection. Protéger, ça signifie en fait essayer de garantir là une application éthique, une application qui corresponde à la liberté, l'égalité et la fraternité encadrée par ce texte. Protection, c'est aussi l'émanation en fait de textes et de règlements qui sont des textes entre guillemets de police, des textes qui sont un peu restrictifs. On n'est pas dans l'ouverture quand on protège contre. Ça signifie donc qu'il y a des attaques. Le RGPD, c'est le produit d'une histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RGPD est intervenu pour pouvoir essayer d'éviter un certain nombre de difficultés dont la presse se fait aujourd'hui l'écho, sur laquelle nous travaillons en amont depuis des années. Moi, depuis 1985, je travaille sur ces domaines-là via des contrats. Et depuis 1978 et au-delà, on a légiféré sur la vie privée. Donc, la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données. Qu'est-ce que le traitement des données? Le texte va l'expliquer un peu après. Et on pourra revenir là-dessus, on reviendra là-dessus. On a pris le texte, on peut répondre aussi à vos questions. Traitement des données, pour ce texte, traitement des données, ça veut dire à quelque stade que ce soit, chaque fois que l'on collecte, chaque fois que l'on stocke, chaque fois que l'on manipule, c'est-à-dire augmente, retranche, quand on travaille sur une donnée, chaque fois que l'on diffuse cette donnée, que l'on soit à un stade de la chaîne, soit sur tous les stades de la chaîne, soit sur plusieurs, on traite des données. Donc ce texte a une application très large. En plus de ça, ce sont des données, mais pas n'importe quelles données. Ces données portent sur les personnes physiques européennes. D'accord ? Ça veut dire que toutes les entreprises du monde qui traitent des données, parce que c'est le champ d'application de la loi, toutes les entreprises du monde qui traitent des données sur des personnes physiques européennes doivent appliquer ce règlement général sur la protection des données. Et ces données, elles sont particulières. Elles vont devoir avoir un caractère personnel. On vous expliquera tout à l'heure ce que cela signifie. Bien évidemment, pour que ce texte soit applicable, encore faut-il qu'il soit en accord avec le corpus juridique, avec l'ensemble des textes qui existent. Et vous le savez, nous sommes tous en Europe dans des démocraties. Nous avons tous donc appliqué à notre façon le regard que nous avons de la liberté, l'égalité, de la fraternité. La liberté via l'Europe, ça signifie notamment liberté de circulation des personnes et des biens. Et par extension, liberté de circulation de ce qui est immatériel, dont les données. Il faut donc que ce texte n'entre pas en contradiction avec la libre circulation de ces données pour permettre aux associations et entreprises d'exister et puis aussi pour permettre cette liberté d'expression, de penser et de commercer qui nous est reconnue par l'Europe. Pour moi, le RGPD, contrairement à beaucoup de choses que l'on entend dans le concert ambiant, c'est un texte pédagogique. C'est un texte pédagogique parce qu'il vient nous expliquer ce qu'est de la donnée saine et comment faire quand on manipule de la donnée pour ne pas gêner quelqu'un. Et en fait, on reprend une évolution qui s'est construite depuis 1978, depuis la première fois que quelqu'un a eu à voir violer, à pâtir d'informations qui concernaient sa vie privée. Le départ, c'est la vie privée. Donc, ça a une filiation forte avec les textes précédents. Ce qu'on a fait, on a simplement codifié à droit constant, c'est-à-dire on a repris l'évolution
qui se passaient en la matière, on a regardé les décisions de justice, on a écouté quelles étaient les bonnes pratiques. En tant que juriste, j'ai la casquette Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et UNESCO avec lesquelles je mène des travaux. Il m'arrive de rédiger des lois, soit pour l'Europe, soit en national. Et donc, quand on rédige des lois, des textes juridiques, on fait attention à ce qui se passait avant, mais on écoute aussi les gens qui ont de bonnes pratiques. Je suis aussi par ailleurs membre d'Open Law, qui est une association de juristes qui travaille sur les sujets émergents, dont les données personnelles, mais aussi la big data, l'intelligence artificielle, l'IoT, la blockchain. Et à ce titre-là, on nous demande d'intervenir et de témoigner en face des différents gouvernements et de l'Europe et de l'ONU pour dire quelle position juridique on peut avoir, pour expliquer comment la pensée juridique s'est formée, mais pour expliquer aussi les bonnes pratiques que nous relevons de ce que nous faisons dans nos travaux avec des professionnels, comme ce qu'on a fait par exemple avec MUTAC. L'expérience que l'on a fait pourra peut-être pouvoir servir à d'autres. Et donc, ces bonnes pratiques, elles existaient dans certaines entreprises. J'ai discuté notamment avec une entreprise du Gard qui m'expliquait comment, avant même le RGPD, elle informait les personnes qui avaient leurs données prises indûment par des tiers, elle leur informait de l'existence de ce phénomène. Elles n'ont pas attendu le RGPD. Et vous allez voir que MUTAC est une entreprise qui déjà était préparée à passer au RGPD. Donc dans la réalité, concrètement, comment on a fait? Il fallait bien commencer quelque part. Donc on est comme toutes les petites PME, comme toutes les petites et moyennes entreprises, pardon. On devait appliquer ce règlement rapidement, mais correctement. C'est pour ça qu'on s'est appuyé sur Myriam. Donc on est rentré par le site internet. On a regardé quoi? On a regardé deux choses par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le consentement positif. On a regardé qu'on n'avait à aucun endroit des cases précochées. Donc on devait absolument demander le consentement de la personne pour récolter ces données avant de passer à l'étape suivante. 1, ça c'était le cas. Et 2, on a regardé si on informait bien l'internaute sur à quoi allaient servir ces données. Parce qu'en fait, donc, l'internaute doit savoir à quoi vont servir ces données. Et nous, en tant que mutuelle, on avait déjà indiqué cette mention-là, c'est-à-dire qu'on ne cède en aucun cas les données à des tiers et on les utilise uniquement pour effectuer des devis. Donc ensuite, une fois qu'on a regardé le site internet, on s'est renseigné sur internet avant de faire appel à Myriam sur le RGPD. Donc là, je suis tombée sur le site de la CNIL qui propose 6 étapes, très intéressantes, 6 étapes pour se mettre en conformité avec le RGPD. Ensuite, Myriam est venue et nous a agrémenté ces 6 étapes. En fait, il est fondamental de se baser sur ces 6 étapes parce que l'organe de contrôle de l'application du RGPD, c'est la CNIL. Donc la CNIL a défini 6 étapes, c'est pas pour rien, c'est elle qui, au départ, a appliqué la notion de vie privée, définie en 78, dont le RGPD est l'héritière, quelque part. Et donc c'est fondamental de passer par ces 6 étapes pour 2 raisons. Ces 6 étapes ont été vraiment bien étudiées, mais en plus de ça, l'organe qui contrôle va avoir beaucoup de mal à remettre en cause ceux qui pratiquent en fonction des process qu'il a définis. Donc ces 6 étapes de la CNIL, vous les voyez là apparaître avec un bandeau. Vous les retrouverez sur le site de la CNIL. Vous l'aurez parce que nous diffuserons ce diaporama. Il est en Creative Commons, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser librement, à condition de nous citer, pour en faire une utilisation non commerciale. Et quand vous partagez à l'identique. Si vous voulez faire une utilisation commerciale, vous demandez d'abord à MUTAC et à Montpellier Libre l'accord pour cela. Donc ces différentes étapes, c'était d'abord de désigner un pilote. Mais avant, il nous a semblé important de prendre ensemble
tous ensemble, vraiment ça a été l'ensemble de l'entreprise qui a joué le jeu, de prendre conscience de ce qu'étaient les données qui transitaient dont Mutac pouvait avoir connaissance. Ensuite, on s'est posé par la suite la question de les cartographier et ensuite la question de désigner un pilote Mutac, de nommer un délégué. Ce que vous voyez apparaître en noir, c'est les étapes que l'on a pu franchir en l'espace de 2 mois. Passer au RGPD, pour la plupart des entreprises, ça demande à peu près 1 année de temps de mise en place. Vous allez voir, c'est un système qui est assez lourd et assez complexe, pas au sens de compliqué. Hein. Vous savez qu'il y avait une différence entre complexe et compliqué. Compliqué, c'est insurmontable. Complexe, il faut tenir compte de beaucoup de facteurs. C'est complexe parce qu'il faut tenir compte de beaucoup de facteurs. Mais bien évidemment, on y arrive. Et donc, ensuite, prioriser les actions à mener, ça va dépendre des stades précédents. Former le DPO et les équipes aussi, gérer les risques, organiser les process, documenter la conformité. C'est effectivement des étapes définies par la CNIL qu'on ne peut faire qu'après avoir franchi les précédentes. Ensuite, on a en fait fait émerger une 9e étape qui est communiquer en interne sur la mise en conformité RGPD et aboutir à une charte RGPD spécifique à Mutac. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc la toute première partie, prendre conscience de l'écosystème des données Mutac. Alors d'abord, les données personnelles, qu'est-ce que c'est? Les données personnelles, c'est tout ce qui permet d'identifier ou de rendre identifiable une personne. Donc le nom, le prénom, l'email, tout ce que vous êtes, enfin tous ici, je pense que vous êtes susceptibles de récolter ce type de données. Mais à partir du moment où on s'aperçoit que les données personnelles, c'est ça, ça veut dire que dans l'entreprise, ce qui est le cas pour Mutac, on ne récolte pas que des données de clients. Donc ça veut dire que les partenaires sont aussi concernés par le RGPD. Les données qu'on récolte de nos partenaires sont concernées, les données des salariés, etc., etc. Donc cela va au-delà du site internet. C'est un point de vigilance. Ensuite, dans l'article 4.2 du RGPD, on explique ce que sont les traitements automatisés ou non. Traitements automatisés ou non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RGPD concerne non seulement les données qui transitent par votre ordinateur, mais ça concerne également l'agenda que vous pouvez tous avoir sur votre bureau. L'agenda, le manuel. Et ça, c'est très très important. Ensuite, un autre point de vigilance, le RGPD est viral. C'est-à-dire que vous avez, comme nous, dans le web marketing, on a des partenaires qui nous fournissent des contacts. Et bien, en mettant donc notre entreprise en conformité avec le RGPD, on doit également s'assurer que nos partenaires et nos fournisseurs sont également en conformité avec le RGPD. Donc c'est vraiment un règlement qui est viral et qui s'impose à tous. Alors le constat de Montpellier, ça a été un étonnement parce que les données prélevées par Mutac, comme on l'a dit, sont éthiques déjà. Et Mutac a cet esprit éthique et mutualiste, ce qui facilite le passage au RGPD. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout le monde qui est concerné. C'est exactement comme ce qui se passe en matière de sécurité informatique. S'il y a un problème de fuite des données, s'il y a un problème de mauvais, entre guillemets, traitement des données, c'est pas automatiquement le DPO qui va le faire, c'est pas automatiquement la personne au web marketing qui est intéressée par ça et éveillée à ça. Ça peut être n'importe qui, à n'importe quel site, donc il y a n'importe quelle position dans l'entreprise. Donc il est important que tout le monde soit informé et que tout le monde applique le RGPD. Il est aussi important que tout le monde puisse communiquer sur quelles sont les données qu'ils collectent, qu'ils traitent et qu'ils diffusent, enfin sur lesquelles ils interviennent et qu'ils diffusent. Parce que, en fait, chacun va avoir une utilisation qui pourra être remise en cause par des autorités de contrôle en cas de vérification. Et s'il y a une fuite des données, ça viendra de l'action d'une personne et pas automatiquement, probablement pas même, celle qui est concernée et qui est éveillée au RGPD. Donc l'étape suivante a été l'étape pour désigner du coup un pilote. Donc en tant que dans mon rôle de responsable web marketing, je suis en première ligne pour les données rentrantes.
Donc je suis pilote du projet et maintenant nous allons passer à la désignation du pilote du DPO, qui est une étape très importante dans le RGPD. Myriam vous expliquera dans les diapos suivantes ce qu'est le DPO. Alors, la quatrième étape, très très importante, en fait, c'est la plus importante du RGPD, c'est de là que tout part. Il faut établir une cartographie des données qui sont traitées par l'entreprise. Donc là, évidemment, le schéma est simplifié, puisque pour des raisons de confidentialité évidente, je ne peux pas tout marquer. Mais voilà, on a fait des groupes, et donc nous avons des données entrantes et des données sortantes. Sur les données entrantes, nous avons les prospects et les adhérents qui arrivent de plusieurs manières. Donc les gens qui appellent tout simplement un MUTAC, les gens qui passent par le site internet et qui donnent leurs données soit par le formulaire du site internet, soit par le chat en ligne, les fournisseurs de contacts et les partenaires distributeurs, les partenaires qui donc distribuent nos garanties. Ensuite, vous avez les données toujours de ces mêmes partenaires, mais cette fois-ci, ce sont leurs propres données, c'est-à-dire on a une mutuelle qui est partenaire. Dans cette mutuelle, je recense telle et telle personne, ce sont des données personnelles. Nous avons aussi les données internes, les données sur les salariés, les données que les salariés collectent, la base de données de recrutement, etc. etc. Tout ça doit être conforme au RGPD. Ensuite, dans les données sortantes, nous avons distingué 3 types de prestataires, les techniques, réglementaires et les autres prestataires. Donc c'est là où on se rend compte qu'il faut énormément communiquer dans l'entreprise pour récolter toutes les données. Donc les prestataires techniques, par exemple pour nous, ce sont les services funéraires. Il y a de l'échange de données quand on doit verser le capital obsèque. Ensuite, vous avez les prestataires réglementaires. Donc pour nous, par exemple, l'impôt, la GIRA. Et les autres prestataires, on est une mutuelle, donc on a des élections de délégués à faire régulièrement. Lors de ces élections, on confie à un tiers une partie de notre portefeuille avec certaines informations. Donc, ces informations-là sont également à prendre en compte et à sécuriser. Donc on vous a parlé de l'écosystème des données. On a travaillé sur la donnée générale en pensant que d'abord il fallait savoir ce qu'est la donnée générale, tous les types de données qui étaient récoltées. Et bien évidemment, comme le disent tous les exégètes, c'est-à-dire tous ceux qui commentent cette loi, par données personnelles, on entend finalement toutes sortes de données. On pourra revenir après, si vous le souhaitez, sur la définition globale. On vous l'a dit, il faut que la donnée vise une personne directement ou indirectement. Qu'est-ce qui, directement ou indirectement, ne vise pas une personne? Parce que quand on parle de indirect, on parle des façons dont on peut retrouver une personne. Et aujourd'hui, la technique nous permet de le faire, même quand les données sont anonymisées ou pseudonymisées. Anonymisées, on enlève votre nom, et pseudonymisé, on va prendre la donnée, on va mettre un pseudonyme, une appellation de fantaisie à la place de votre nom. Mais qu'on vous appelle A et B, on pseudonymise, ou qu'on ne vous appelle pas, par croisement d'autres données, on peut en arriver jusqu'à vous. La big data, l'intelligence artificielle, la blockchain, tout ça, ce sont des techniques, les algorithmes, formules mathématiques qui croisent les données, tout ça sont des techniques qui nous permettent de le faire. Donc finalement, toute donnée aujourd'hui peut être une donnée personnelle au sens du RGPD. Le rôle du DPO. DPO, c'est Data Protection Officer. En français, DPD, comme l'appellation est un peu malheureuse, on a gardé l'appellation anglaise, délégué à la protection des données. Le DPO, c'est une personne qui est chargée par le règlement d'assurer un traitement conforme aux données personnelles. Et donc, c'est ce traitement qui va s'enfermer dans des livrables. Vous avez vu, il doit documenter son travail. Ce traitement, en fait, porte sur la qualité de la donnée, mais surtout sur un droit à la rectification. On doit expliquer aux personnes qui confient les données à une entreprise que s'ils ne sont pas d'accord avec ces données, ils ont la possibilité de rectifier les mentions qui sont faites. C'est la faute d'orthographe qui va être dans votre nom, c'est la date de naissance qui va être erronée, etc. Ça, on connaissait déjà en 78. Un droit à l'oubli, ça fait le buzz en ce moment sur Internet, mais en fait, le droit à l'oubli, il existe depuis l'affaire Landru, en droit,
Et l'affaire Landru, c'est le 19e siècle. C'est Madame Landru, pour la petite histoire, qui en avait assez qu'on parle d'elle et qu'on la connecte à son mari, qui était le tueur en série que l'on connaît, et donc qui a dit « j'ai un droit à l'oubli ». Et son avocat a été entendu, et beaucoup de décisions de justice ont repris cela, ça a été appliqué, c'était quasiment d'application automatique. Nous, en propriété intellectuelle, on connaissait ça depuis, donc on a repris ça. Le droit à la portabilité, ça aussi, ça a existé depuis toujours. On est titulaire originaire des droits sur nos données. Et ça, sur la vie privée, c'est la même chose. On est titulaire originaire de notre vie privée. Titulaire originaire des droits sur nos données, on les confie à d'autres à certains moments qui vont les utiliser. À partir de ce moment-là, ils doivent faire attention avec elles parce qu'ils peuvent nous gêner. Toujours dans le sens, et c'est du droit, d'appliquer la liberté, l'égalité et la fraternité qui, dans la hiérarchie des normes, on crée des normes au niveau des lois, est une norme supérieure. C'est une norme qu'on ne peut pas contredire dans nos démocraties. Elle est fondatrice. Un droit d'opposition. On peut s'opposer au traitement de nos données. Alors ce droit d'opposition, il fait le buzz parce qu'il existe en théorie, il existe dans le texte. Effectivement, quand on est face à des entreprises éthiques ou des États démocratiques, on n'a pas de souci sur ce sujet. On peut s'opposer. Mais en pratique, sachez que ce droit d'opposition pourrait être remis en cause par certaines lois d'exception en raison du fait que nous avons des données personnelles qui peuvent intéresser les gouvernements par rapport à la défense-sécurité du territoire. Donc ce droit d'opposition, il faut être vigilant pour qu'il puisse s'exercer. Avec MUTAC, pas de souci par contre. Et un droit à la limitation. On peut limiter le traitement que l'on a de nos données. On est titulaire originaire des droits, on a une liberté d'action. On confie à d'autres le pouvoir d'utiliser ces droits, donc on leur confie à d'autres aussi, éventuellement, un pouvoir limité de les utiliser. Et donc c'est le DPO qui va regarder tout ça, et pour faire tout ça, il va commencer par une cartographie, ensuite il va tenir des registres, et il va être responsable du traitement de ces données. Bien évidemment, si jamais quelqu'un venait à avoir connaissance de données qu'il ne devait pas toucher, à ce moment-là, le DPO doit le notifier, il doit l'expliquer à la personne dont les données sont rentrées en contact avec des tiers. Et donc, pour MUTAC, communiquer en interne sur la mise en conformité du RGPD, se réunir, obtenir l'adhésion de l'ensemble du personnel, ça a été une étape qui est en cours et vous avez vu qu'ensuite, on va réunir tout le personnel pour continuer dans la cohésion des groupes. En fait, le RGPD, c'est un magnifique exercice de cohésion de groupe dans l'entreprise, d'intelligence participative et collective, qui est centré, ciblé sur du droit. Il ne faut pas le voir comme une contrainte. C'est vraiment l'exercice de nos libertés à tous, et c'est vraiment aussi une façon de créer une cohésion de groupe, parce que pour mettre en place un règlement qui est contraignant, qui va demander un an de mise en place pour la plupart des entreprises, pour pouvoir interagir et savoir ce que fait l'autre, il faut l'adhésion du groupe entier. Et donc, le RGPD, vous le savez, est applicable au 25 mai 2018. On vous l'a dit, c'est 80% des entreprises, c'est un paradoxe. Les anglophones, les étrangers, sont passés en masse à l'application du RGPD. États-Unis, plus de 90% d'application du RGPD dans les entreprises américaines. France, moins de 80% d'application du RGPD dans les entreprises françaises. Ne vous effrayez pas néanmoins si vous n'êtes pas passé au RGPD. C'est quelque chose d'obligatoire pour toutes les entreprises. C'est vrai que le RGPD vise les grandes entreprises, mais on l'a vu, c'est viral, donc ça concerne tout le monde. S'il vous plaît, ne vous mettez pas martel en tête si vous n'êtes pas passé au RGPD. Comme d'habitude, et la CNIL l'a dit, en tant qu'autorité de contrôle, dans un premier temps, elle va dire aux entreprises qui ne sont pas passées au RGPD, s'il vous plaît, faites-le. Elle va leur envoyer une lettre pour qu'ils le fassent. Elle donne 6 mois, 1 an aux entreprises pour se mettre en conformité. Au-delà, elle va sanctionner. Mais n'hésitez pas à le faire. Ne dites pas, c'est pas
parce que je ne l'ai pas fait, que je ne le ferai pas. Ne restez pas dans l'illégalité, l'irrégularité. Faites-le. Vous avez le temps de le faire. Pour rebondir sur ce que vient de dire Myriam, sur le fort pourcentage d'entreprises aux États-Unis qui sont mis en conformité avec le RGPD, je pense que Facebook, pour le coup, ne doit pas encore être en conformité. Donc un autre point de la conclusion, c'est un travail qui nécessite l'adhésion de tous, donc on en a déjà parlé. Il faut vraiment, vraiment aller interroger tout le monde dans l'entreprise, puisque on est tellement préoccupé par nos missions qu'on ne se rend pas forcément compte toujours de qui traite de l'information, comment il récolte l'information, etc. Donc c'est très, très, très important d'aller discuter avec tout le monde et avec chaque service. Et puis, le point, en tout cas, en retour d'expérience, le point qui est très important, que je trouve le plus important, c'est donc la cartographie qu'on vous a présentée tout à l'heure, puisqu'en fait, toutes les étapes suivantes que suggère la CNIL pour passer en conformité avec le RGPD découlent de cette cartographie. La gestion des risques, etc., etc., tous les processus découlent de cette cartographie. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas un travail à négliger. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Peut-être vous avez des questions. Et merci à Myriam. Merci à Géraldine, mais aussi merci à l'ensemble de Mutac. Ça a été un travail collectif. On l'a effectivement beaucoup fait par rapport aux diapos, mais on a eu aussi contact avec la DSI et avec les dirigeants de Mutac qui sont ici. Là encore, c'est un travail de groupe, et sans l'adhésion de tous, on n'y serait peut-être pas aussi vite arrivé. Moi, je voulais savoir en termes de formation, parce que je suis documentaliste et je pense éventuellement me reconvertir et ayant connaissance de cette nouvelle réglementation, je voulais savoir, est-ce qu'il faut avoir un profil particulier pour pouvoir être DPO ? DPO, c'est une fonction nouvelle qui n'est pas encore réglementée. Ça signifie que tout le monde peut devenir DPO. Par contre, pour devenir DPO, il faut externe ou DPO interne. Ça dépend d'ailleurs de la façon dont vous posez la question. Pour devenir DPO externe, ça n'est pas réglementé. Il faut bien connaître le droit, bien connaître le numérique. Ce sont des métiers qui sont à l'interface du droit et du numérique. Je dirais aussi bien connaître le management. J'ai cette double formation de juriste et de manager. J'ai aussi un MBA Executive Management. Manager la transition, amener une équipe à passer, en fait, à lever tous les freins, passer au-dessus des difficultés pour pouvoir, qui sont en fait le frein au changement. On n'a tous pas envie de changer. On est confortable dans nos habitudes anciennes et on ne veut pas en bouger. Et donc tout ça, ça s'apprend en management. Comment on fait ? Et pour moi, c'est vraiment un travail qui est à la lisière de ces trois matières, qui intègre ces trois matières. Donc, ce n'est pas encore une profession réglementée. On peut être DPO externe, on peut être DPO interne. Pour moi, le bon DPO est un DPO interne. Parce que vous l'avez vu, la cartographie des données va changer en fonction de l'utilisation que l'on en a dans l'entreprise. Et dire, je prends la responsabilité en externe d'une entreprise dans laquelle je ne saurai pas obligatoirement ce qui change dans la protection des données, c'est pour moi quelque chose de difficile qui, à mon avis, n'est pas souhaitable. On va voir les premières décisions de justice tomber dans 5 ans, dans 10 ans. À mon avis, ça n'est pas souhaitable parce que la responsabilité est trop grande. Donc DPO interne, DPO d'une administration qui va respecter le règlement général sur la protection des données parce qu'elle traite des données personnelles, ok. DPO externe, ça risque d'être difficile et pas de formation encore existante spécifique sur ce point, c'est en cours. Voilà. Donc moi je viens de créer mon entreprise, donc c'est basé sur un intranet. Et donc RGPD, j'avoue que je ne sais pas du tout comment le mettre en place. C'est sur des mentions légales, sur l'intranet, sur la plateforme. Donc vous parlez de DPO, j'aimerais beaucoup plus d'éclaircissement. En fait, vous l'avez vu, il
il n'y a pas uniquement des mentions légales. Les mentions légales, ça c'était avant, c'était la CNIL. Mais en fait, la loi de 78 ne s'applique plus. On va appliquer le règlement général sur la protection des données. Et la CNIL reprend en fait le rôle d'autorité, mais autorité sur le règlement général sur la protection des données. Éventuellement, on ne le sait pas encore parce que ce n'est pas sorti, ça sort en juillet, sur la directive e-privacy. Une directive, c'est un texte européen qui doit impérativement, pour pouvoir être appliqué, donner lieu à une loi parlementaire dans chaque État. Donc il va falloir attendre la directive, la loi parlementaire, pour pouvoir savoir comment on gère la vie privée et les données relatives à la vie privée en Europe. Okay ? Aujourd'hui, on n'applique plus que le RGPD. Et pour appliquer le RGPD, il y a les étapes, les 6 étapes de la CNIL, sur lesquelles nous avons travaillé en 9 étapes, et dont on vous a parlé. Donc c'est ça, passer au RGPD, tout simplement. C'est respecter ces 9 étapes, avoir les livrables qui montrent, prouver que l'on les a respectés, et tenir des registres qui le montrent. D'accord ? Merci, c'était très clair. Juste pourquoi, au niveau des étapes, pourquoi il y avait 2 couleurs? Il y avait des étapes en noir et des étapes en orange. Il y a une raison à ça en fait? Oui, Jean-Christophe, en fait, il y a une raison. Les étapes en noir, c'est les étapes que l'on a passées en 2 mois, puisque c'est un témoignage. Les étapes en orange sont les étapes que l'on doit continuer à passer. Les petits drapeaux sont en fait les étapes de la CNIL. Ce qui n'est pas sorti d'un petit drapeau, c'est ce que l'on a trouvé pour adapter les 6 étapes de la CNIL à la situation de Mutac, pour faire quelque chose de personnalisé. Ce diaporama sera en ligne et en libre disposition. Si la CCI a envie de s'en servir comme d'un exemple sur le passage au RGPD, elle est la bienvenue. On va, si vous voulez continuer, on pourra discuter un petit peu plus tard sur le stand de Montpellier Libre, puisqu'il y a un autre atelier juste derrière. Donc, on va leur laisser la place. Merci.